John et Susan Sutton sont un couple dans la cinquantaine. Le 22 août 2004, alors que le couple organisait une petite soirée à leur domicile, la fête va virer à l'horreur la plus totale. Susan va être retrouvée inanimée dans son lit et des années d'enquête vont être faites avant de trouver le coupable. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de la famille Sutton, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire américaine, mais vous allez voir, elle est assez dingue et vraiment jusqu'au bout, elle m'a vraiment tenue en haleine. Sincèrement, c'est une histoire totalement dingue et je trouvais ça intéressant de vous la raconter aujourd'hui sur cette chaîne. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette vidéo. John et Susan Sutton forment un couple vivant dans une maison à $1 million aux États-Unis, dans l'état de la Floride et dans la ville de Coral Gables. Il s'agit d'une petite ville avec une communauté assez huppée et qui se situe près de la ville de Miami. En 2004, John était alors un avocat d'une cinquantaine d'années, très bien réputé, et sa femme Susan, qui était âgée de 57 ans, dirigeait son cabinet. Au niveau personnel, John et Susan avaient plutôt dans leur vie adopté 2 enfants. Ils ont d'abord adopté Christopher P. Sutton, qui est né le 13 avril 1979, et par la suite, ils ont adopté une petite fille qu'ils vont appeler Melissa. Les 2 enfants ont alors grandi dans une famille aimante et clairement leurs parents ont tout fait pour qu'ils soient heureux et qu'ils grandissent dans un milieu sain. Plongeons-nous à présent dans la soirée du 22 août 2004. Ce soir-là, la petite famille avait de quoi fêter parce que Susan fêtait son 57e anniversaire et John fêtait le fait qu'il avait remporté 3 affaires en tant qu'avocat. Il faut aussi savoir qu'à cette époque, les 2 enfants de John et Susan étaient déjà grands et donc ils ne vivaient plus avec eux. Mais malgré tout, ils étaient venus passer un bout de la soirée avec leurs parents. Christopher, donc leur fils, âgé alors de 25 ans, était venu à leur domicile accompagné de sa fiancée, Juliette Discroll. Ils étaient censés passer un moment et puis ensuite aller tous les deux voir un film au cinéma. C'est donc ce qu'il s'est passé et en fin de soirée, John et Susan se sont retrouvés seuls et ont donc été couchés. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que John et Susan faisaient chambre à part, non pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, simplement parce que John ronflait vraiment très fort et donc ça dérangeait Susan pour dormir, donc chacun avait leur lit. Mais voilà, dans la nuit, John va appeler le 911 pour signaler qu'un intrus était entré, qu'on lui avait tiré dessus et que sa femme, qui dormait donc dans la chambre à côté de la sienne, avait reçu plusieurs balles dans la tête. Les secours sont arrivés quelques minutes plus tard et ils ont alors retrouvé John dans un état de choc immense. Il était clairement couvert de sang et on voyait clairement qu'il avait reçu une balle dans l'œil. Malgré tout, il arrivera quand même à articuler quelques mots et il va expliquer qu'un intrus s'était émissé dans leur maison en pleine nuit, qu'il avait tiré sur sa femme, qu'elle était décédée et qu'il avait aussi essayé de l'assassiner lui, mais qu'il l'avait raté, il avait tiré dans son œil. Par contre, il dira aussi aux enquêteurs qu'il n'avait pas réussi à identifier le tireur. Après ça, John sera transporté aux urgences et la police investira alors la maison du couple. À l'intérieur de la chambre, ils vont donc faire la triste découverte du corps de Susan, qui avait été abattue à 6 reprises et qui était donc décédée. Malheureusement, on ne pouvait plus rien faire pour elle. Les policiers présents vont alors commencer leur enquête et en regardant autour d'eux dans la chambre, ils vont déjà noter qu'il y avait pas mal d'objets de valeur posés un peu partout, ce qui les a directement fait exclure la piste d'un cambriolage qui aurait pu mal tourner. Ils noteront également que le tireur semblait être entré dans la chambre de Susan par la porte vitrée coulissante qui donnait directement sur l'extérieur. La médecin légiste, la doctoresse Emma Lee, dira d'ailleurs: « On aurait dit que le tireur était venu là-bas pour tirer sur Susan et son mari, elle a simplement été exécutée. »
En fait, dès le début de l'enquête, les enquêteurs vont comprendre que le tireur avait simplement pour but d'assassiner le couple. Il avait donc réussi à assassiner Suzanne, mais malheureusement pour lui, et tant mieux pour John, heureusement même, il l'avait raté, il avait échoué et John s'en était sorti. Sur place, les enquêteurs vont réussir à récupérer les douilles des balles et après analyse, on apprendra qu'elles provenaient d'un fusil 9 mm. Une autre équipe d'enquêteurs vont eux interroger les proches du couple pour essayer de savoir si quelqu'un pouvait leur en vouloir. Là, un certain Teddy Montoto, l'associé du cabinet d'avocats de John, va s'avérer être un témoin direct du meurtre. Il va en fait expliquer qu'au moment où le tireur est entré dans la chambre de Suzanne, eh bien Suzanne ne dormait pas encore et au contraire, elle était au téléphone avec lui. Teddy va même expliquer qu'il lui parlait et qu'à un moment donné, elle a arrêté de répondre et qu'il a entendu plusieurs coups de feu. Les enquêteurs vont évidemment se demander pourquoi est-ce que Teddy et Suzanne s'appelaient si tard ce jour-là, mais Teddy expliquera que leur appel était simplement professionnel. Teddy avait décidé de travailler un petit peu ce soir-là en rentrant de la soirée parce qu'évidemment, il était là à la fête d'anniversaire de Suzanne, il était ensuite rentré chez lui, il avait travaillé un petit peu et comme Suzanne travaillait aussi dans le même cabinet, eh bien, il l'avait appelé pour demander des informations. Par contre, les enquêteurs vont tout de même le suspecter, surtout que Teddy leur a confié que chez lui, il possédait justement un fusil de 9 mm. Donc c'est-à-dire une arme semblable à celle utilisée pour le meurtre de Suzanne. Avec cette information, les autorités vont alors tout doucement considérer Teddy comme un suspect potentiel. Mais il n'était pas la seule personne sur cette liste. La personne qui était venue s'en prendre au couple avait l'air de connaître la disposition des pièces de la maison et de savoir que Suzanne allait être seule dans sa chambre. Les enquêteurs vont alors se mettre à suspecter Christopher, le propre fils de Suzanne et John. Il va alors être interrogé et il va expliquer que ce soir-là, il se trouvait donc au cinéma accompagné de sa fiancée Juliette. Pour le prouver, il va pouvoir donner aux enquêteurs les tickets de la séance et pour vraiment encore une fois prouver qu'il n'avait rien à voir là-dedans, eh bien les enquêteurs vont visionner les caméras de surveillance du cinéma et ils vont clairement voir Christopher et sa fiancée entrer dans la salle, regarder le film et ressortir plusieurs heures plus tard. Ils avaient donc un alibi extrêmement solide. Par contre, Juliette, donc sa fiancée, va dire aux enquêteurs qu'elle avait déjà entendu ses beaux-parents dire que quelqu'un leur en voulait extrêmement fort. En fait, il s'agissait d'une femme qui avait été condamnée par la justice à une peine trop lourde selon elle et elle en voulait justement au cabinet d'avocats de John et Suzanne. Pour cette raison, elle les avait d'ailleurs menacés de venir y faire une fusillade. Avec ce témoignage, la police va tenter de retrouver cette femme et ils vont d'ailleurs apprendre qu'elle possédait un bateau. Donc petit à petit, ne la trouvant pas, les enquêteurs se sont dit qu'elle aurait tout simplement pu s'enfuir à bord de son bateau. Mais finalement, au bout de plusieurs jours de recherche, cette femme a fini par être retrouvée. Elle va longuement être interrogée et là encore, elle donnera un alibi très solide. De plus, des caméras de surveillance ont montré que son bateau n'avait jamais quitté l'endroit où il était amarré. Et donc avec ça, elle a elle aussi été rayée de la liste des suspects. Après ça, il ne restait donc plus que Teddy Montoto, le collègue de John et Suzanne, sur cette liste des potentiels suspects. Il va alors accepter de passer le test du polygraphe, le détecteur de mensonges, pour prouver son innocence. Les résultats du test ont alors laissé les enquêteurs assez perplexe. Lorsqu'on lui demandait s'il avait fait du mal à Suzanne ou s'il avait un lien avec sa mort, il répondait que non, absolument pas, et le polygraphe avait l'air de dire que c'était vrai qu'il ne mentait pas. Par contre, lorsqu'on lui posait des questions concernant sa relation avec Suzanne, à chaque fois, le polygraphe montrait qu'il avait tendance à mentir. Suite à ça, il a finalement admis que lui et Suzanne avaient une liaison amoureuse. Par contre, Teddy a insisté sur le fait que c'était la seule chose sur laquelle il mentait. Malgré tout, et ça paraît normal, les enquêteurs ont continué à enquêter sur lui. Mais voilà, ils vont constater que l'arme 9 mm que Teddy possédait ne correspondait pas aux douilles trouvées sur le lieu du crime. D'ailleurs, Teddy avait aussi un très bon alibi parce qu'au moment de la fusillade, il était au téléphone avec Suzanne, téléphone qui était fixe, qui se trouvait donc à son domicile. Donc avec tout ça, Teddy va lui aussi être enlevé de la liste des suspects.
Mais là, les choses vont devenir un peu plus compliquées pour les enquêteurs parce que leur liste de potentiels suspects était à présent vide. Ils avaient enquêté sur plusieurs personnes et chacun d'eux avait des alibis solides. Ils ont alors décidé d'à nouveau enquêter sur Chris, le fils de John et Suzanne, car même si lui et sa fiancée avaient un alibi donc solide, ils avaient comme eu une mauvaise impression en le voyant. De plus, jusque-là, les enquêteurs avaient quand même interrogé pas mal d'amis du couple et c'est vrai que tous leurs proches leur avaient dit qu'ils avaient toujours eu une mauvaise impression en voyant Chris, donc leur fils, qu'il était étrange, qu'il avait toujours eu un gros souci d'entente avec ses parents et donc selon la plupart des connaissances du couple, leur fils était le suspect principal. Mais bon, il faut aussi savoir qu'en parallèle, Chris avait énormément soutenu son père dans cette tragédie. D'ailleurs, après que John soit sorti de l'hôpital, les deux avaient emménagé ensemble et Chris l'aidait alors énormément à se remettre de tout ça et lui apportait tous les soins nécessaires parce que malheureusement, à cause de la balle qu'il avait reçue dans l'œil, John était devenu aveugle. Mais bon, en fouillant dans son passé, les enquêteurs vont alors découvrir que Chris avait déjà eu quelques problèmes avec la justice. Lorsqu'il était adolescent, Chris avait en fait déjà vandalisé la maison d'une de ses professeurs. Par rapport à ça, John, donc son père, sera interrogé et il parlera de la période de l'adolescence de son fils en disant « Nous n'avions aucun contrôle sur ce qu'il a fait et quand il l'a fait. Nous avions d'ailleurs un rapport psychiatrique qui recommandait une modification de son comportement. » Mais bon, lorsque tout ça était sorti publiquement, la presse avait interrogé de son côté Chris pour lui demander s'il avait été réellement un adolescent incontrôlable. Et à ça, il avait répondu « Incontrôlable, je veux dire, je voulais faire mon propre truc. J'adorais définitivement les piercings et les tatouages, des choses que mes parents détestaient, mais je ne faisais rien de mal. » Mais bon, en fouillant encore un peu plus dans son passé, les enquêteurs vont tout de même découvrir que John et Suzanne avaient pris la décision d'envoyer leur fils dans un internat extrêmement discipliné dans la ville de Samoa. Cet internat s'appelait le Paradise Cove. Clairement, ça ressemblait à un site de vacances au bord de la plage où les étudiants logeaient dans des petites maisons au bord de l'eau. Vraiment, ça avait l'air très très beau. J'imagine que c'était aussi un certain prix. Mais détrompez-vous, c'était clairement pas un endroit de paradis. Chris en avait d'ailleurs énormément voulu à ses parents de l'envoyer là-bas, mais clairement c'était pour eux leur dernier espoir de voir leur fils se calmer et avoir une vie plus normale et structurée. Selon sa famille, Chris souffrait de problèmes de gestion de la colère et devenait toujours furieux lorsque les choses ne semblaient pas aller dans son sens. Il y avait d'ailleurs eu un incident lorsque Chris n'avait que 16 ans. Lors d'une dispute avec sa famille, il avait totalement perdu le contrôle de lui-même et avait pointé un fusil déchargé sur Suzanne et sa sœur Melissa et avait menacé de leur tirer dessus. Je pense que cette anecdote montre assez bien le caractère assez imprévisible et parfois très furieux de Chris et donc on peut aussi comprendre pourquoi ses parents avaient décidé de prendre les choses en main et de l'envoyer dans un internat pour essayer que il puisse se calmer et avoir un comportement plus normal entre guillemets. Je précise quand même qu'on était dans les années 90 à ce moment-là et dans les années 90 il n'y avait pas autant des soins psychiatriques, les psychologues, etc. Donc simplement on s'est dit c'est un problème de comportement, on va redresser les choses alors que c'est sûr qu'aujourd'hui on ferait plutôt voir un psychologue ou un psychiatre. Mais voilà, c'était les années 90. Mais il y a aussi autre chose qui a réellement décidé les parents de Chris de l'envoyer dans cet internat. En fait, là encore, lorsque Chris avait 16-17 ans, ses parents ont trouvé dans sa table de nuit un mot qui détaillait vraiment avec précision la manière dont il pourrait tuer ses parents. Vraiment, je pense que ça doit être atroce d'être parent et de trouver un mot de son propre enfant qui marque un plan sur un papier pour t'assassiner. Je ne sais pas exactement comment ils ont réagi, mais en tout cas, ils ont eu très très peur. Paraît-il qu'ils auraient confronté Chris et que Chris lui aurait pris ça à la rigolade en disant que c'était juste une vaste blague. Mais bon, malgré tout, pour Suzanne et John, ça restait quand même très très alarmant. John d'ailleurs a déclaré qu'il avait vraiment eu peur de lui et voulait qu'il sorte de la maison et selon certaines informations, ses parents avaient même fini par obtenir une ordonnance restrictive contre leur fils de seulement 16 ans. Donc là, autant vous dire que la situation était devenue incontrôlable. Donc Chris avait passé plusieurs mois dans cet internat et clairement ses parents avaient eu l'impression qu'il faisait des progrès. Par contre, comme je vous l'ai dit, il faut savoir que cet internat était extrêmement strict et avait des méthodes
extrêmement controversé. D'ailleurs, l'internat avait même déjà reçu plusieurs plaintes d'abus contre les élèves. Mais bon, finalement, après avoir passé 30 mois dans cet internat, Chris a eu 19 ans et a enfin pu en sortir. En fait, il faut savoir que là-bas, il avait été victime de plusieurs méthodes de torture et avait donc vécu un véritable enfer. En fait, après ces 30 mois, il avait envoyé un message vidéo à ses parents très émouvant où il disait d'ailleurs « Très bien, maman et papa, je voulais vous dire que je n'ai pas l'impression que vous m'aimez. J'ai l'impression d'avoir été envoyé ici pour me sortir de vos vies. Vous me détestez toujours pour une raison quelconque, même si je souhaite ne plus vivre ici, je sais que ça ne se réalisera pas. » Après ça, ses parents avaient alors accepté qu'il revienne vivre avec eux, mais même si ensuite il n'avait plus vraiment eu de problème avec la justice, Chris avait toujours eu du mal à avoir une vie, disons, standard. Il dépendait énormément de ses parents et même au moment des faits, alors qu'il était âgé de 25 ans, il avait toujours besoin de l'aide financière de ses parents. D'ailleurs, Chris disait que s'il avait du mal à trouver du travail, c'était parce qu'il était toujours traumatisé de son passage à l'internat. Clairement, il semblait encore bouleversé et avait donc de gros problèmes à être totalement indépendant. En tout cas, avec ce témoignage, les enquêteurs se sont dit que sans doute Chris avait trop besoin de ses parents pour les assassiner. Et même s'il semblait assez rancunier contre eux de l'avoir envoyé dans cet internat, il avait tout de même, je le rappelle, un très bon alibi. L'affaire va alors petit à petit devenir moins active. Mais en mars 2005, une femme va se rendre à la police pour dire qu'elle soupçonnait son ex-petite amie, Garrett Kopp, d'être impliquée dans le meurtre de Suzanne. Les policiers vont alors se mettre à enquêter sur lui et ils vont se rendre compte que le numéro de téléphone de Garrett figurait dans le relevé téléphonique de Chris. En fait, on va se rendre compte que dans la semaine précédant le meurtre de ses parents, Chris avait appelé Garrett plus de 300 fois. On va aussi remarquer que la nuit du meurtre, les deux s'étaient également appelés. Une saisie va alors être faite au domicile de Garrett et là, les enquêteurs vont y trouver un pistolet Glock 9 mm. Il va être envoyé au laboratoire pour voir s'il correspondait aux douilles retrouvées au domicile de John et Suzanne. Et là, la police va être extrêmement claire. Elle dira qu'il s'agissait bel et bien de l'arme qui avait tué Suzanne et qui avait presque tué John. Garrett Kopp sera alors mis en état d'arrestation et sera interrogé par la police. En interrogatoire, il va alors décider de se confier et expliquera qu'il avait en fait été recruté par Chris pour tuer ses parents afin de se venger de l'avoir envoyé dans cet internat de l'enfer. Pour le convaincre, Chris avait promis à son ami Garrett de lui verser une part de l'assurance vie de ses parents et donc suite à ça, Garrett avait accepté de les assassiner. Suite à ça, le 26 mars 2005, la police a lancé un mandat d'arrêt contre Chris. Pendant 5 ans, il sera alors mis en détention provisoire avant que son procès ait lieu au mois de juillet 2010. Garrett Kopp, de son côté, a accepté de témoigner contre Chris en échange d'une peine de 30 ans de prison au lieu de la prison à perpétuité. Il est donc devenu le témoin clé de tout ce procès. Au procès, le père de Chris, John, a aussi témoigné à son encontre ainsi que sa fiancée Juliette, qui avait souvent entendu Chris dire qu'il cherchait quelqu'un pour tuer ses parents, mais qui à aucun moment avait suspecté qu'il était réellement derrière tout ça. Finalement, le 21 juillet 2010, Christopher Sutton a été reconnu coupable de tentative de meurtre et de meurtre au premier degré. Son père s'en est heureusement sorti, mais a perdu la vue à tout jamais, et donc Chris a ensuite été condamné à 3 peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, il se trouve donc toujours en prison et purge sa peine à l'établissement correctionnel du comté de Walton. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. Je trouve ça complètement fou parce que sincèrement, si cette femme n'était pas venue à la police pour dénoncer son ex-petite amie, peut-être que Christopher s'en serait sorti. Et ce qui était encore plus dingue, c'est qu'à ce moment-là, il vivait avec son père. Donc, il vivait avec lui, son père lui confiait tout, il lui faisait confiance, alors que c'était clairement lui qui avait essayé de l'assassiner. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air pour me soutenir et pour me dire que ça vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours énormément plaisir et ça m'aide énormément. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!